Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve aujourd'hui devant un Amiga 600 qui est une de mes nouvelles acquisitions. Donc celui-ci est un 600 HD et s'il n'est pas allumé, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il ne fonctionne pas du tout. Tout ce que j'ai en l'allumant, c'est la LED qui s'allume pour me signifier que la machine est démarrée, qu'elle est alimentée du moins, mais j'ai zéro affichage. Ce 600 n'a jamais été démonté, il est d'origine, donc il est fort à parier qu'il y a du dégât des condensateurs dedans. Donc une des premières choses que je vais faire, c'est déjà démonter la machine pour sortir la carte mère et enlever les condensateurs déjà. J'en remettrai des neufs une fois que j'aurai dépanné la machine. Et on va regarder si une fois les condensateurs enlevés et la machine nettoyée, si elle va démarrer mieux. Donc je pense que ça va prendre un petit moment. Donc on ne va pas perdre plus de temps et on va s'approcher de cet Amiga 600 HD. Donc nous voilà devant cet Amiga 600. Comme on peut le voir, il est plutôt jaune. J'ai commencé d'enlever des vis, mais ce qu'on va pouvoir tout de suite voir, c'est que cette machine, eh bien, elle est d'origine, elle n'a jamais été démontée, il y a toujours le scellé. Donc ce que je vais faire, c'est, je vais percer le scellé pour enlever la dernière vis et on va faire sauter le capot de la machine. Donc c'est la première fois qu'il va être démonté. Un peu délicat à ouvrir la première fois. Et voilà, donc c'est bien un Amiga 600 HD et on découvre son disque dur d'origine. Je ne sais pas quelle taille il fait. Il est marqué 120, mais je doute franchement qu'il fasse 120 mégas. Mais on verra bien parce que c'était plutôt des disques genre 40 mégas qui étaient dans ces machines. Mais je me trompe peut-être. Donc je vais pas vous garder, je vais continuer de le démonter et je vais sortir la carte mère. Et voici une carte mère à peu près libérée de tout son shield. Bon, j'en ai profité, j'ai enlevé les nappes avec le disque dur et le lecteur, histoire de pas d'avoir la carte mère propre, quoi, sans rien dessus. Et si on la regarde un petit peu près, bon, elle est poussiéreuse, mais bon, il est assez flagrant qu'il y a de la corrosion. Voilà. Si on regarde vers ces condensateurs-là, on voit que toutes les puces aux alentours sont marquées par l'acide. Hein. Donc, si elle est en panne, cette machine, c'est bien parce que les condensateurs ont coulé. Donc, il va falloir les enlever, nettoyer la carte, et ensuite, j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts à la carte mère. Mais bon, il est d'origine, il n'a jamais été recapé, donc il va falloir le faire. Donc je vais prendre un de mes adaptateurs sur mon tournevis comme ça, et je vais enlever ce qui retient le dernier morceau de shield, et je vais sortir la carte mère complètement, histoire qu'on puisse travailler dessus. Donc je vous retrouve tout de suite. Voilà la carte mère libérée de son shield intérieur. Donc ce qui est bien, c'est que au moins il n'y a pas eu de dégâts sur cette machine, mis à part un tout petit peu de rouillé ici. Je ne sais même pas si c'est du rouillé, c'est peut-être même que de la colle. La carte mère est impeccable dessous, il n'y a absolument pas de souci. Donc déjà c'est déjà ça, il n'y a pas de dégâts d'eau. Il y a énormément de poussière, donc je vais lui passer un grand coup.
Et ensuite, eh ben, on va s'attaquer à enlever les condensateurs et la nettoyer. Donc on a changé de bureau, parce que comme ça j'ai mon fer à souder, j'ai tout ce qu'il faut aux alentours. J'ai déjà essayé une fois de démonter des condensateurs comme ça sur mon Amiga 1200 pour le recap. Et j'ai enlevé 4-5 condensateurs en utilisant 2 fers à souder. Mais sur 4 condensateurs enlevés, j'avais déjà arraché un pad. Donc aujourd'hui, sur ce 600, je vais essayer la solution que tout le monde emploie pour ce genre de choses, c'est-à-dire la pince. Couper les condensateurs et puis ensuite dessouder ce qui reste de pâte dessus. Donc, eh bien, je vais commencer par un qui est en bout là. Je vais commencer par celui-ci. Si j'arrive à passer la lame. Ouais, je vais peut-être commencer par celui-là plutôt. Donc, le but, c'est qu'il faut se mettre dans le sens des 2 pins du condensateur pour pas resserrer les pins et pas arracher de pad. Donc, eh ben, c'est parti, on essaye. Je vais le couper justement dans son échancrure en espérant. C'est solide, hein. Voilà. Donc on a le condensateur. Donc maintenant, il faut que je enlève le petit bout de métal sans tirer. Voilà. Et maintenant, normalement, je devrais pouvoir enlever le plastique et le rubber. Ouais, je crois que je vais recouper les pattes pour qu'ils sortent plus facilement. Ah, ça vient toujours pas, hein. Je vais prendre une autre pince qui coupe plus près. Voilà, là maintenant il n'y a plus de petits morceaux. Et donc j'ai mes 2 pads impeccables. Il me reste à mettre un petit peu de mon flux qui n'est toujours pas plus adapté que d'habitude. Mais bon, mais moi ça marche donc je ne l'ai jamais changé. Puis on va essayer d'aller enlever les 2 pattes juste avec le fer à souder. En voilà une. Et voilà l'autre. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à remettre un petit peu de flux. Et à passer la tresse. Et voilà, un condensateur d'enlevé. Donc je ne vais pas vous retenir pour les faire tous. Je vais enlever tous les condensateurs. Et ensuite, on nettoiera la carte pour regarder si elle démarre mieux sans ces condos. Donc à tout de suite. Eh bien, voici une carte mère qui n'a plus de condensateur. Et comme vous voyez, eh bien, j'ai réussi à tous les défaire, à nettoyer les pads et tout sans faire le moindre dégât. Donc c'est une bonne solution franchement de couper les condensateurs et ensuite d'enlever le petit anneau métallique qui reste, le caoutchouc, de venir recouper les pattes à ras le plastique pour enlever le petit morceau plus gros, puis ensuite le plastique s'enlève tout seul, et ensuite avec un fer à souder on vient enlever les pattes et il ne reste plus qu'à passer un coup de tresse et c'est tout nickel. Donc j'ai vu qu'il y avait des soudures qui n'étaient pas bonnes sur des résistances autour des condensateurs. Je ne sais plus exactement ici. Ouais, j'ai refait une soudure sur la résistance là qui était très moche. J'en ai refait 2 ici.
qui était très moche aussi. Bon, on a vu des cartes mères pires, hein, quand même. Surtout, je pense qu'Halifax, on a vu des bien pires que celle-ci. Elle a pas trop de dégâts. Bon, il y avait quand même pas mal de liquide de condensateur dessous et aux alentours. Donc, je vais la passer un petit coup au vinaigre pour voir un petit peu de plus près s'il y a quelque chose qui n'irait pas. Et je vous retrouve dans un petit moment pour la tester, voir si elle démarre. Bon, j'ai pas beaucoup d'espoir qu'elle démarre comme ça, sans la débugger, parce qu'il y a sûrement quelque chose qui a claqué quelque part. Mais on va quand même essayer. Donc je vous retrouve dans un petit moment. Voilà la carte mère branchée sur l'écran et juste la lime. Et puis j'ai raccordé juste le clavier pour avoir les LED. Bon, j'ai fait un premier test juste après avoir enlevé les condensateurs. C'était écran noir, hein. Bon, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'acide sur la carte mère, donc je l'ai trempé au vinaigre avec des petits morceaux d'essuie-tout imbibés de vinaigre partout où il y a des condensateurs. Ensuite, je l'ai passé à l'alcool pour la nettoyer, puis je suis allé sur mon bureau avec le PCB Explorer d'afficher sur mon grand écran, mais c'est pas du tout la même révision, hein. C'est une révision 1.5 et sur le PCB Explorer c'est la version 2. Donc il y a des condensateurs comme ici qui sont pas dans le même sens, il y en a des nouveaux ici que dans cette machine ils sont là-bas. Bon, mais bref, j'ai tracé toutes les pistes ici autour des condensateurs. Y compris sur la puce qui gère le reset là et les deux puces là. J'ai vérifié, c'est pareil, celle qui est là-bas. J'ai pas vu la moindre piste qui a un problème. Donc je sais pas, donc je me suis dit, bah, on va la rebrancher maintenant qu'elle est propre, qu'elle a plus d'acide, et on va regarder si elle démarre. Voilà, écran noir. Oh! Elle essaie de me charger le lecteur de disquette. Et j'ai un écran blanc. Eh ben, je m'attendais pas à ça. Eh bien, elle marche. Ah ben ça. Bon, apparemment, il devait rester de l'acide qui faisait court-circuit quelque part. Et en la nettoyant, c'est reparti. Je m'attendais pas à ce qu'elle démarre. Bref. Eh ben, c'est bien. Je vous montre le beau Kickstart 37.300, donc qui supporte les disques durs. Ça me fait penser justement, je vais tester le disque dur puisqu'on est là. Donc je l'éteins et je branche le disque dur. Alors, est-ce qu'il va démarrer ce disque? Il fait pas de bruit. Non, et l'Amiga démarre pas. Oh, le disque se lance. Ça fait même des interférences à l'écran. Il cherche son floppy, mais il y a encore des problèmes d'affichage, hein. Bon, eh bien, cette carte mère a apparemment encore un problème. Eh bien voilà, il est revenu écran noir, donc il y a bien un problème de faux contact quelque part, il va falloir refaire de la soudure. Et je vous retrouve quand j'avance. Bon, eh bien, j'ai toujours l'écran noir.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le schéma de comment marche le circuit de reset, parce que s'il reste en écran noir, c'est qu'elle ne s'initialise pas. Donc on a vraiment que l'alimentation et rien d'autre. Et en regardant le circuit, j'ai vu que ce condensateur faisait partie du circuit de reset et c'est son temps de charge qui détermine le reset. Donc je ne sais pas comment aller démarrer sans le condensateur, mais j'ai remis un condensateur neuf à la place. Et eh bien c'est pas mieux, j'ai toujours un écran noir. Donc ne trouvant pas ce qui se passe autour, je pense qu'il est temps d'arrêter de tester et de sortir l'appareil. Voilà. Et eh bien on va passer à l'oscilloscope pour regarder ce qui se passe un petit peu sur ce circuit de reset, savoir pourquoi la machine ne démarre pas. Donc je branche tout ça et je vous reprends. Donc l'oscillo est branché, on va pouvoir regarder 2-3 choses. Donc avant d'en arriver jusqu'à l'oscilloscope, ce que j'avais fait, c'est j'ai rafraîchi toutes les soudures ici sur ce 74 F27 et sur ce N555 des deux côtés. Donc je suis sûr que mes soudures sont bien, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai même aussi refait les soudures au-dessus de cette puce, autour de cette puce-là pour vérifier que tout marche bien. Mais voilà, donc il s'avère qu'on est obligé d'aller débugger plus loin. Donc si je ramène mon plan ici, en fait on va s'intéresser à ce qui se tourne autour de ce NE555 qui est dans l'Amiga, dans cette configuration. C'est une temporisation en fait. Il fonctionne avec un circuit RC qu'on a ici, qui est composé du condensateur qu'on a remplacé, que j'ai remis ici. Et en fonction de la capacité de ce condensateur, ça va changer le délai. Alors comment ça fonctionne? On a le courant ici qui vient charger le condensateur à travers cette résistance qui va déterminer aussi le débit à laquelle se charge le condensateur. Et on a un signal trigger sur ce composant qui, si il est inférieur à 1 tiers du VCC, donc 1 tiers de 5 volts, il va se mettre il va activer son reset en sortie. Et sinon, il s'occupe de la valeur du threshold. Donc si celui-là est supérieur à 1 tiers de 5 volts, c'est le threshold qui compte. Donc le threshold, comment ça marche? Eh bien, quand le condensateur se charge, au bout d'un moment, la tension va monter progressivement. Et quand la tension arrive à 2 tiers de 5 volts, eh bien, il bascule sa sortie à 0 et il branche la décharge sur cette sortie-là, histoire de décharger le condensateur. Voilà à peu près comment ça marche. Donc, ce que je vais regarder, c'est déjà l'état de sortie. Quand on démarre la machine, l'état de sortie doit être à reset, le temps que toutes les puces de la machine se reset, donc en fonction du temps de charge du condensateur. Et ensuite, cette sortie va passer à 0. Donc, la machine ne sera plus en reset et elle va démarrer. Donc, si on regarde la broche 3, donc 1, 2, 3 sur ce NE555, voilà. On voit sur l'oscilloscope que ça pulse. C'est-à-dire qu'il est tout le temps à 1 et de temps en temps, il descend à 0. Maintenant, si on regarde aux bornes du condensateur, voilà, on voit que le condensateur se charge très vite et qu'il se décharge lentement, mais il devrait se charger qu'une fois et se décharger, et ensuite ça devrait rester en bas. Et ce n'est pas le cas. Ça veut dire que au lieu de rester stable, cette puce NE555, elle oscille. Donc, si on en revient là, si cette puce, elle n'arrête pas de passer sa sortie à 1, ça veut dire que le trigger descend en dessous de 1,3 VCC. Donc, on va être obligé de regarder un petit peu plus loin sur ce circuit. Est-ce que je vais arriver à mettre les feuilles en place? Voilà, j'ai agrandi le circuit. J'espère que ça se voit à l'écran.
Donc, ce circuit de trigger du NE555, il est alimenté par cette chose-là. C'est marrant que ce soit marqué Due to Die, parce que c'est probablement là que se situe le problème. Alors là, on a le 74F27, donc c'est la puce que je vous ai montré tout à l'heure, juste à côté. C'est une porte note. C'est une Nini qu'on appelle en français. C'est une NOR. Et donc c'est une OU, non OU. Voilà, j'ai enfin trouvé. À quoi elle sert cette non OU? Donc c'est si les trois entrées, si on n'a ni l'une ni aucune des entrées qui est au signal haut, alors il sortira un signal haut. Si on a n'importe laquelle des entrées qui a un signal bas, alors il descendra un signal bas. Le but c'est que, en fait non, le but c'est qu'il sorte un signal haut quand toutes les trois entrées sont en signal bas. Et ça correspond à contrôle Amiga Amiga sur le connecteur de clavier. Donc quand on fait contrôle Amiga Amiga, il balance une pulsation. Et ici on a un transistor NPN. J'ai regardé beaucoup sur le net parce que je ne les comprends pas ces trucs là, mais bon, j'ai à peu près compris. Il est posé en émetteur commun, donc il est en amplification négative. Quand on envoie un pulse de 5 volts ici, lui va mettre le trigger à 0 et c'est bien ce qui se passe, et il nous met la ligne en reset. Donc, il va falloir regarder de ce côté-là. Donc, on va s'intéresser principalement à regarder déjà la sortie du 74F27, la pin 12, pour voir si on a une tension ou pas. Alors, c'est cette puce-là. Alors, ça, 1 jusqu'à 7, 12, elle va jusqu'à 14. Donc, c'est la troisième en partant là-bas. Eh bien, elle est bien à 0. Et si on regarde les entrées, donc c'est la pin 1, 2 et 13. Elles sont bien toutes les trois à 1, donc elle nous sort bien 0, donc cette puce, elle fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qui reste sur notre circuit? Il nous reste une résistance de 10K qui sert de pull-up ici. Et surtout, il nous reste ce transistor qui utilise ce petit condensateur de 0,1 microfarad comme amplification, comme facteur de gain. Donc, il faut regarder ce que sort ce transistor déjà sur son collecteur. Alors, je crois que le collecteur, ce transistor, ça doit être ça, le collecteur. Voilà. Eh bien, on a un signal qui oscille sur le collecteur. Donc, si je reviens là et que je regarde sur la broche 2 le trigger, je dois avoir la même chose. Ah, je suis devant l'oscilloscope. Voilà, on a la même chose. Donc, c'est ce transistor qui ne va pas. Parce que, de toute façon, on a la sortie là qui est bonne. Je ne vais même pas essayer de vérifier le pull-up là. Donc, le problème se situe soit là, soit sur son condensateur d'amplification de gain, qui fait que le transistor se met à osciller. Bref, j'ai aucune pièce, donc je vous reprends dans quelques jours quand j'ai un transistor pour remplacer ce petit truc là et voir si ça corrige le problème ou si on va être obligé de chercher cette capacité où elle est sur la carte mère et de la remplacer. Voir si elle fait bien 0,1 microfarad. Donc, moi je vous dis à tout de suite, et pour moi ce sera dans plusieurs jours.
On se retrouve quelques jours plus tard et j'ai reçu ceci. C'est un lot de 5 transistors comme il y en a ici et puis un peu ailleurs sur la carte mère. Le but étant de remplacer celui-ci. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre du flux dessus. On va le mettre, c'est tellement petit que je ne sais même pas comment m'y prendre. Puis oui, j'ai pas toujours très adapté, mais ça va aller. Voilà, il est enduit de flux. Et je vais essayer de le dessouder avec mon fer à souder et une tresse. Et on va voir si je vais pouvoir le faire venir. Tellement il est petit, je devrais pouvoir le chauffer tout d'un coup. Voilà, je l'ai eu. Il ne me reste plus qu'à nettoyer la place et on va en souder un nouveau. Voilà, j'ai même nettoyé le pad de la résistance à côté qui n'est pas présente sur la carte. Et maintenant, on va essayer de mettre un petit truc comme ça. Je sais pas si je vais le souder en vidéo parce que c'est tellement petit qu'il va falloir que je sois dessus en le tenant. Donc déjà, je coupe parce que j'arrive pas à le sortir de l'emballage et je vous reprends un peu plus tard. Voilà, ma petite puce est remplacée. On la voit sûrement pas parce qu'elle est très loin. C'est la noire là-bas. Alors bon, j'ai testé la carte mère après l'avoir remplacée et j'ai toujours écran noir. Bon, alors si on en revient, j'ai réglé mon oscillo pour faire un carré, une division égale à 1 volt. Donc si je prends sur cette pin qui est mise à 5 volts, on voit bien que le signal monte de 5 divisions. Maintenant, on va regarder ce qui sort de mon transistor remplacé, que je l'ai beaucoup bataillé à souder d'ailleurs. Eh bien, on voit qu'on monte d'une division et demie à peu près, 1,5 volts. Et donc, je pense que c'est pas suffisant. C'est pas assez. Il montait beaucoup plus avant que je le remplace. Mais il oscillait. Maintenant, il n'oscille plus, donc il était bien en cause. Par contre, on a un problème au niveau de son gain. Il n'est pas assez haut. Donc, il va falloir vraiment s'intéresser au condensateur que j'ai montré tout à l'heure. Donc, le C611 et probablement aussi R611. En discutant un petit peu, il m'a dit que ce serait sûrement plus stable de mettre un 10 microfarad et puis de descendre sur une 10 kg. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais déjà aller mesurer ces deux composants qui sont probablement sur l'arrière de la carte mère. Voilà, j'avance un petit peu parce que sinon la vidéo va être longue et je vous reprends après. Nous revoilà devant l'écran et la carte mère. Donc, ce que j'ai fait, c'est comme j'ai changé ce transistor ici, je me suis rendu compte après que il oscillait toujours de la même façon que l'autre transistor. Et comme il n'y a pas de problème du point de vue du circuit qui est ici, puisque le transistor est remplacé et que la sortie de ce signal est très bon, je ne voyais pas absolument le problème. Donc j'ai mesuré
ce condensateur et cette résistance, et j'ai trouvé des valeurs qui sont tout à fait compatibles avec ce qui est marqué sur le schéma, c'est-à-dire bien 0,1 microfarad à quelques pouillèmes près, et 1 million de ohms pour la résistance, mais néanmoins, j'ai quand même une tension qui est fluctuante. J'ai quand même ça oscille quand même sur le NE555. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remplacé le NE555 en me disant que peut-être que son signal d'input, son input était perturbé. Et donc, voilà la puce originelle. Et je l'ai remplacé par une puce neuve. Et je n'ai plus ce phénomène d'oscillation. Par contre, j'ai toujours le même problème, c'est que mon trigger qui sort de ce transistor est trop bas. Et donc, malgré que la résistance et le condensateur soient de bonne valeur, j'ai ici un signal qui est trop bas en tension. J'ai 1,5 volts alors qu'il faut 1,6. Donc, ça ne déclenche pas le NE555. Donc, je suis encore en train de chercher comment je peux faire pour que ça fonctionne. Donc, je vous tiens au courant plus tard. Tada! Voilà un Amiga 600 qui démarre. Eh bien, voilà. J'ai réussi quand même à le faire démarrer, même si je ne suis pas satisfait de ma solution néanmoins. Parce que, bon, après avoir remplacé le NE555, le transistor, contrôlé tout autour, eh bien, j'avais les bonnes valeurs, mais n'empêche que j'avais un trigger, le signal qui est ici, qui permet de lancer le NE555 pour qu'il démarre son délai avec les condensateurs et tout ça, pour établir le reset de la machine. Eh bien, j'avais une tension qui était beaucoup trop basse au niveau du trigger, donc pas suffisante pour déclencher l'initialisation du NE555. Donc, ce que j'ai fait, c'est que on a une résistance ici d'une très forte capacité, qui est 1 mégaohm. Eh bien, je l'ai baissé à 500 kiloohms pour avoir un petit peu plus de tension justement sur ce trigger. Et le résultat, c'est que j'ai une machine qui démarre. Donc, eh bien, on a un Amiga 600 qui est à peu près réparé, on va dire. Même si j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce qui pose ce problème de trigger trop bas. Mais néanmoins, je pense que je vais le laisser comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai soudé une résistance, je ne sais pas si j'arriverai à vous la montrer, sous la machine ici. J'ai mis une 1 mégaohm en parallèle de la 1 mégaohm qui justement génère le pull-up de ce NE555 sur la broche trigger. Et voilà, il démarre. Il a suffisamment de tension pour démarrer maintenant. Donc, je ne vais pas continuer cette vidéo pour aujourd'hui. C'est bien assez long et j'ai absolument plus de temps. Et comme vous avez pu le remarquer, ces dernières semaines, j'avais pas trop le temps, donc j'ai pas sorti de vidéo. Mais je vais essayer de revenir sur cet Amiga 600 et le continuer. D'ailleurs, il faut que je remette tous les condensateurs. Et il faut que je trouve une autre solution pour cette résistance. Je ne peux pas la laisser dessous, il faut que je la mette dessus. Je pense que je vais la mettre entre deux broches du NE555 tout simplement pour augmenter cette résistance de trigger. Et à moins que quelqu'un me dise entre-temps d'où peut venir le problème. Parce que pour moi, il n'y a pas de composant défectueux, donc je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas démarrer sans que je modifie la résistance qui aide à pull-up justement le trigger du NE555. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt pour la suite sur ce 600 et portez-vous bien.